Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 h au Caire, à l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine l'évolution du secteur minier lors d'une réunion avec le Premier ministre et le ministre du Pétrole. Reprise de l'entrée des camions d'aide égyptiens dans la bande de Gaza après une interruption au cours du week-end. Le siège du gouvernement d'Ukraine a été incendié à Kiev après une vague de bombardements russes nocturnes. Et à la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Mustafa Madbouli et le ministre du Pétrole et de la Richesse minière Karim Badawi. Au cours de la réunion, le ministre du Pétrole a évoqué l'évolution du secteur minier et les mécanismes d'attirer et de promouvoir les investissements étrangers dans ce secteur vital. Le ministre a aussi abordé sa participation à la conférence internationale sur l'exploitation minière prévue en septembre. L'ingénieur Badawi a d'autre part abordé l'avancement de la mise en application de la stratégie visant à transformer l'Égypte en un centre régional de l'énergie. Les bases de la stratégie de l'énergie intégrale et durable jusqu'à 2040 ont été également évoquées. Le président Abdel Fattah el-Sisi a de son côté enjoint de développer les nouveaux gisements découverts pour les placer sur la carte de la production afin de renforcer la position de l'Égypte en tant que centre régional de l'énergie. Passons à la bande de Gaza, où l'entrée des camions d'aide égyptiens a repris aujourd'hui après une interruption au cours du week-end, vendredi et samedi. Selon les autorités égyptiennes, le nouveau convoi d'aide égyptien, organisé par le Croissant Rouge égyptien, a traversé le port terrestre de Rafah à destination du point de passage de Karm Abou Salem pour arriver à Gaza. Le convoi transporte des tonnes de denrées alimentaires et de fournitures médicales. Il comprend également des camions-citernes d'eau potable. Ces convois d'aide humanitaire pour Gaza, envoyés sur instruction du président de la République, s'inscrivent dans le cadre des efforts incessants de l'Égypte pour alléger la souffrance des habitants de cette enclave sinistrée en proie à la famine sur 20% du territoire selon l'ONU. Toujours à Gaza et sur le terrain occupé, 41 Palestiniens ont été tués, des dizaines de blessés dans de nombreux raids israéliens sur différentes régions. Toujours à Gaza, où une nouvelle escalade est prévue dans les prochains jours, selon les propos des responsables israéliens qui ont requis l'anonymat. Selon des rapports israéliens, les forces de l'occupation planifient d'élargir les opérations militaires à Gazaville en concomitance avec le bombardement des bâtiments résidentiels pour contraindre les habitants de l'enclave à se déplacer. Cette escalade s'inscrit dans le cadre de stratagèmes israéliens visant à contrôler la totalité de la bande de Gaza. Israël a annoncé aujourd'hui le tir de 2 projectiles depuis la bande de Gaza vers son territoire. L'armée d'occupation israélienne a indiqué qu'à la suite des sirènes d'alerte dans la région de Netivot et dans les communautés proches de la bande de Gaza, 2 projectiles ont été identifiés, lancés depuis le centre de Gaza vers le territoire israélien. Dans un communiqué, l'armée d'occupation a précisé qu'un projectile avait été intercepté, que l'autre était tombé dans une zone dégagée. C'est la première fois depuis plusieurs mois que des tirs depuis la bande de Gaza menacent Netivot dans le sud d'Israël, une ville d'environ 50 000 habitants située à une dizaine de kilomètres du territoire palestinien. L'émissaire des Nations Unies en Syrie, Geir Peterson, a appelé à mettre un terme aux violations israéliennes dans les territoires syriens et recourir au dialogue pour régler les questions internes. Peterson a souligné que l'ONU soutient le gouvernement et le peuple syrien pour récupérer la paix et la stabilité dans le pays. Lors de sa visite à Damas, Peterson a examiné avec le chef de la diplomatie syrienne, Assad Eshibani, le processus de transition politique et ses répercussions sur les scènes régionales et internationales. Les 2 responsables ont également évoqué la situation à Souaïda et dans le nord-est du pays.
Le siège du gouvernement d'Ukraine a incendié aujourd'hui à Kiev après une vague de bombardements russes nocturnes. Une attaque aérienne record qui a fait au moins 5 morts, dont 2 dans la capitale. Plus de détails dans ce commentaire. La première ministre ukrainienne, Yulia Sviridenko, a déclaré sur Telegram que pour la première fois, le toit et les étages supérieurs du siège du gouvernement ont été endommagés à cause d'une attaque ennemie, en postant des images de flammes s'échappant de la façade de l'imposante bâtisse proche de la présidence et du Parlement. La Russie a tiré plus de 800 missiles entre samedi soir et dimanche matin, la plus grande attaque aérienne depuis le début du conflit lancé en février 2022, selon l'armée de l'air qui a affirmé avoir neutralisé 747 drones et 4 missiles. Alors que les efforts diplomatiques engagés par le président américain Donald Trump pour mettre fin au combat se sont enlisés ces derniers jours, des alertes aériennes ont été déclenchées dans tous les pays au cours de la nuit. La capitale a été la cible d'une importante attaque de drones et missiles qui a fait au moins 2 morts et 18 blessés, selon les secours. Plusieurs immeubles résidentiels ont également été endommagés par les attaques nocturnes et une fillette d'1 an fait partie des 2 victimes décédées. Fin août, une vague massive de drones et missiles russes sur Kiev avait fait plus de 25 morts et endommagé les locaux de la délégation de l'Union européenne ainsi que le bureau de British Council. Mais les bâtiments officiels de la capitale avaient dans l'ensemble été épargnés des bombardements qui visent quotidiennement le territoire ukrainien depuis 3 ans et demi. Dans la nuit de samedi à dimanche, des frappes russes ont aussi été signalées dans la nuit dans plusieurs autres régions, notamment dans celle de Dnipropetrovsk. Les forces de Kremlin occupent au total environ 20% du territoire ukrainien. Et au Japon, le Premier ministre Shigeru Ishiba a décidé de démissionner. Des médias locaux ont rapporté aujourd'hui que les membres de son parti appelaient à un changement de direction après de nouveaux résultats aux élections de la Chambre haute cet été. Cette décision intervient moins d'1 an après que le dirigeant de 68 ans a pris la tête du Parti libéral-démocrate PLD, historiquement dominant, devenant chef du gouvernement. Depuis, le Parti libéral-démocrate a subi 2 lourds revers lors de scrutins dans les 2 chambres du Parlement. Ishiba voulait éviter des divisions au sein de son parti, mais il ne pouvait plus résister aux appels croissants à sa démission. Hier soir, Ishiba s'est entretenu avec le ministre de l'Agriculture et l'ancien Premier ministre qui l'ont exhorté à démissionner. Malgré des sondages d'opinion plutôt ascendants, dernièrement, Ishiba était sous le feu des critiques internes au PLD depuis quelque temps, poussé à démissionner pour assumer la responsabilité des mauvais résultats des élections, notamment lors de celle de la Chambre haute en juillet. Quelques 700 pompiers luttaient hier contre plusieurs feux de forêt, notamment dans le centre du Portugal, soutenus par une quinzaine de moyens aériens, selon un bilan de la protection civile. Un commentaire. Quelques 700 pompiers luttaient samedi après-midi contre plusieurs feux de forêt, notamment dans le centre du Portugal, soutenus par une quinzaine de moyens aériens, selon un bilan de la protection civile. Le plus important d'entre eux faisait rage à Silla, attisé par de fortes rafales de vent, mobilisant à lui seul plus de 600 pompiers. Plusieurs routes ont dû être fermées. La municipalité a de son côté recommandé aux habitants de rester vigilants et de suivre les indications des autorités. Une personne soupçonnée d'avoir provoqué cet incendie a été interpellée par la police, a indiqué la gendarmerie. En Espagne, les autorités ont confiné samedi à titre préventif la petite localité de Castromil dans le nord-ouest en raison d'un incendie actif dans une zone durement touchée par la vague dévastatrice de feu qui a frappé le pays, en particulier au mois d'août. L'incendie, qui provient de la région de Galice, s'est réactivé samedi matin en raison des vents violents qui ont secoué cette localité située à cheval entre la province galicienne d'Oronronza et la province voisine de Zamora, a indiqué une source du ministère régional de l'Environnement de Castille. Pour l'instant, on ignore le nombre d'hectares touchés. Ces feux ont ravagé au total quelques 254 000 hectares, soit le plus mauvais bilan depuis les incendies qui avaient fait plus de 100 morts en 2017, selon les données de l'Institut national de conservation de la nature et des forêts. Le Portugal a connu en outre cette année l'été le plus chaud depuis 1931, a indiqué vendredi l'Agence météorologique nationale.
Le chancelier allemand Friedrich Merz a lancé Jupiter, le premier ordinateur géant et ultra rapide en Europe, destiné à combler le retard des Européens sur les États-Unis et la Chine dans l'intelligence artificielle IA. Basé dans la commune de Jülich en Allemagne, à l'ouest de Cologne, Jupiter est le premier supercalculateur, un hexascale du vieux continent, capable d'effectuer au moins un quintillion de calculs par seconde, soit 1 milliard de milliards. Jupiter occupe une surface de près de 3600 mètres carrés, soit environ la moitié d'un terrain de football, avec des rangées de processeurs et environ 24 000 puces du géant américain Nvidia, prisé par l'industrie de l'intelligence artificielle. Le supercalculateur élaboré par le groupe français Atos pour un budget de 500 millions d'euros, financé à part égale par l'Union européenne et l'Allemagne, est le premier ordinateur hexascale d'Europe et le 4e dans le monde, d'après les données connues. La numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, a remporté hier un deuxième US Open d'affilée, gagnant enfin un grand chelem en 2025, après ses défaites en finale de l'Open d'Australie et de Roland-Garros. Plus de détails dans ce commentaire. Avec cette nouvelle sportive sur le tennis, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.